Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Eh bien, il semblerait que la météo ne soit pas en adéquation avec mes projets peinture sur la Volvo 740. De plus, elle ne rentre absolument pas dans les 10 mètres carrés de mon garage. Heureusement, j'avais prévu le coup, car il y en a bien une qui rentre dans 10 mètres carrés. La CRX. Enfin, elle rentre. C'est... C'est au centimètre, hein. De toute façon, faut bien s'y mettre à un moment donné. Donc, projet hivernal, CRX. Et oui, avant de pouvoir la glisser dans le garage, il a fallu faire quelque chose de primordial. Les freins, tous quasiment grippés, rendent la voiture peu manœuvrable, et c'était déjà le cas pour la sortir de chez son ancien propriétaire. Et pour ne rien vous cacher, je ne suis pas fan de laisser une voiture aussi rouillée dehors sous une bâche avec la condensation qui s'y forme. C'est le meilleur moyen d'accélérer le phénomène de compostage. J'ai commencé par les freins arrière en soulevant la caisse avec cric et chandelle, pensant que c'était eux les plus atteints. En tout cas, les écrous de roue étaient serrés très fort. J'ai cru devoir aller chercher la rallonge de persuasion. Mais non, la clé à choc a transpiré, mais a fait son job. Une fois la roue dégagée, je fais sauter le cache central au marteau et au tournevis plat afin d'accéder à l'écrou central qui lui sort plutôt bien. Et à ma grande surprise, les tambours sortent sans difficulté. Par principe, j'élimine donc résidus et rouille sur les garnitures et intérieurs de tambour avec de l'abrasif en terminant par un gros rinçage au nettoyant frein. Rien que ça, je suis persuadé que les roues arrière retrouveront une meilleure liberté en attendant une réfection complète. Je resserre le tout juste ce qu'il faut et regonfle les pneus, car ça aussi ça joue beaucoup sur la manœuvrabilité. Pareil pour l'avant, et c'est de là que vient la majeure partie du grippage. Donc même opération, ponçage des disques et des plaquettes, mais en plus je repousse le piston de l'étrier, histoire de le décoincer un peu pour qu'il retrouve de l'amplitude. Je ne lésine pas sur le nettoyant frein pour évacuer tout résidu, puis il ne me reste plus qu'à tout remonter en prenant soin de remettre également la bonne pression dans les pneus. Un serrage sommaire des jantes et on peut vite se rendre compte que les roues sont de nouveau libres. Je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir la séquence où le cric passe à travers la voiture. Mais ça montre à quel point elle est atteinte par la rouille. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus.
Alors, il y a quand même quelques ombres au tableau. Premièrement, au démarrage à froid, elle s'emballe à 3000 tours, qui n'est pas forcément l'idéal pour le moteur. Donc, je soupçonne toute la gestion de ralenti à froid d'être en défaut. Ça peut être simplement une durite comme un truc bien plus chiant. Donc, il faut regarder ça. Deuxième gros point noir, il y a beaucoup trop d'huile. Alors, c'est pareil, ça peut être assez catastrophique, comme rien du tout. Peut-être une erreur lors de la dernière vidange. Cependant, ça peut être aussi de l'eau au fond du carter, de l'essence, ça peut être tout et n'importe quoi, donc il faut vérifier ça. Et troisième point, assez chiant, et ça c'est si on a le temps, c'est de rendre le dessus de la voiture étanche. Parce que si elle est dans le garage, c'est pas uniquement parce que ça fait une jolie déco. Au contraire, moi, ça me prend de la place et je peux pas faire autre chose tant qu'elle est là. Le souci, c'est qu'elle prend littéralement l'eau, elle est percée sur le dessus, il y a des trous, il y a de la rouille, beaucoup. Donc, pas le choix. On va décoller le pare-brise, enlever le toit ouvrant, constater les dégâts, découper, souder et réparer. Ouais. Bon, c'est pas aujourd'hui de toute façon qu'on fera un coup de ménage dans le moteur. Mais il est bien dégueulasse quand même, hein. Bon, c'est moins catastrophique que dans mes souvenirs. Mais il y en a quand même trop. Alors, je vais pas changer le filtre à huile. Le but, c'est uniquement de voir pourquoi il y a trop d'huile, en remettre une propre de bon niveau, et plus tard, quand la voiture sera un peu plus avancée en termes de travaux, et qu'elle sera entre guillemets roulable, là, on fera un changement de filtre à huile avec une huile plus propre. Je pensais que j'avais atteint le summum de ma connerie en achetant la Volvo 440 Turbo qui est bien rouillée. Bah, faut croire que je me suis surpassé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que de l'huile. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'essence, il y a rien, c'est que trop d'huile. Bon, maintenant, je vais chercher sur internet la quantité d'huile à mettre dedans. Parce que j'en ai aucune idée. Et j'ai pas la science infuse, hein. Faut pas oublier qu'à la base, j'ai fabriqué des meubles pendant 15 ans. Je suis ébéniste. Et pas du tout ni mécanicienne, ni carrossière. Je nage souvent à l'aveugle. Donc s'il y a une âme charitable qui passe dans le coin et qui a une RTA, ou même n'importe quelle pièce qui pourrait m'aider sur le projet de la CRX, pensez à moi. Bon, j'ai pas trouvé grand chose. Beaucoup d'infos différentes. A priori capacité 3,5 pour le carter d'huile et 30 centilitres pour le filtre à huile. Donc là, le filtre à huile, je l'ai pas changé, donc il y a encore sans doute de l'huile dedans. Je vais me remplir un bidon avec 3,5 litres et
Bon, on vérifie le niveau au fur et à mesure. J'ai pas vraiment le choix, quoi. On est au max. Bon, on continue. Après, j'ai trouvé une liste de trucs à vérifier justement pour le ralenti. Elle est longue. Donc je vais m'y mettre maintenant. Dans la liste, on avait en premier la vérification du papillon, si éventuellement blocage. A priori, non. Je vais faire des tests. Ensuite, là, je pince des durites d'arrivée et de dépression d'air qui me feront remonter à plusieurs pistes dès que j'obtiens une variation de ralenti. Ok, donc bon, là on sait où se situe le problème de ralenti trop haut. J'ai trouvé la durite correspondante. Je vais essayer d'approfondir un petit peu plus. Puis on va voir. Bon, a priori, niveau moteur, il n'y a pas grand chose d'inquiétant au final, et c'est plutôt bien. C'est une bonne nouvelle. J'ai à peu près identifié le problème de ralenti. J'ai ciblé à peu près les pièces qui merdouillent. Je verrai ça quand je ferai l'entretien complet du moteur. Hein, donc, quand je vais tout sortir pour repeindre certaines pièces ou faire la courroie de distribution, l'entretien total. À ce moment-là, je démonterai, il y a sans doute des joints toriques qui sont foutus, des durites percées, des petites pièces qui ont besoin d'un graissage ou certaines qui ont besoin d'être remplacées. Rien de méchant a priori. Maintenant, il va falloir commencer à démonter parce que ça va pas se faire tout seul. J'ai observé pendant plusieurs semaines et le matin, quand j'ouvre mon garage, le chantier n'a pas avancé tout seul. Donc, la magie n'existe pas. Est-ce que ça se voit que je sais pas ce que je fais? Donc là, je commence à démonter des choses. Essuie-glace, bête pare-brise, en vue d'enlever celui-ci. C'est bien le seul truc qui se dévisse bien là-dessus. C'est neuf.
Zut! Il y a un clips qui est parti dans l'espace. Tant pis. Aïe, persil, mie de pain. Il y a des trous du cul qui ont collé le jonc à la colle à pare-brise. Et là, ce fut un moment délectable où à chaque instant j'aurais pu briser le pare-brise, ce qui aurait sérieusement plombé le budget de la restauration. Alors hier, après avoir éteint la caméra, j'ai pas pu m'empêcher de démonter quelques pièces, de gratter un petit peu, de voir à quel point c'était la merde au niveau rouille. Parce que j'aime pas vraiment m'endormir avec des doutes. Et au final, je pense que malgré tout, j'aurais mieux dormi avec des doutes. Parce que là, quand même, c'est assez corsé, hein. Et ça, croyez-moi, ce n'est que la partie visible. Et pourtant, c'est déjà une vision à faire saigner les yeux. Bon, alors c'est pas pour autant qu'on va se laisser abattre, hein, de toute façon. Je savais qu'elle était croquée. Bien croquée. Donc on va continuer le démontage. On va passer à l'aileron. Je pense que lui aussi, dessous, ça va être assez sympa. Oh putain! Bon, là, en prévision de meulage et soudure, j'installe des cartons. Ça prendra peut-être feu moins vite que le tissu des sièges. Et puis, ça évite d'avoir la joie et le bonheur de se retrouver avec de la pisse de chat dedans. Ça peut être pas mal aussi. Et donc, le scotch entoilé est mon meilleur ami pour ce type d'opération, car le plus gros de mes chats fait 8 kilos. Le vétérinaire l'a qualifié d'obèse. Depuis, il est très vexé. Ensuite, c'est décapage de la rouille en surface pour voir à quel point c'est pourri dessous à l'aide d'une brosse métallique et d'une ponceuse à gros grains. Bon il y a un peu de taf, hein. Je me rends assez vite compte que la voiture a été repeinte en jaune, puis en noir, et surtout recouverte de mastic pulvérisable par-dessus la rouille en mode cache-misère. Et ça fait de gros dégâts. Toutes les parties de métal foncé seront à découper et remplacer par de l'acier neuf, car celui-ci est malheureusement gangréné par la rouille. Pour les custodes, même combat. Une belle tartine de colle qui a débordé partout et donc flingué tous les joints.
En ce qui concerne les tôles de remplacement, je prends du 1 mm sur les parties non structurelles. C'est assez simple, sur des surfaces plates on mesure, on découpe, on ajuste et surtout j'utilise le matériel de soudure le plus approprié pour ce type de travail. C'est très long au MMA, d'abord pointage, puis soudage en pointe chaînette en laissant refroidir sinon ça chauffe très fort. Ensuite meulage des soudures, première couche de mastic armé pour rattraper l'épaisseur astronomique de mastic pulvérisé précédemment sur cette pauvre auto. Ensuite ponçage au gros grain, pas de temps à perdre vu la quantité de travail. Après contrôle de la planalité, je passe une couche de mastic de finition en mode plaque-au-plâtre. Mais pas d'inquiétude, une grosse partie partira au ponçage, ça m'évite juste d'y revenir plusieurs fois. Le temps que cela sèche, j'optimise mon temps en découpant la partie malade du pavillon dans un bruit de disqueuse envoûtant pour les acouphènes. Vous voyez, là, à ce stade, il y en a plein qui seraient partis en courant. Moi, c'est impossible. Parce que j'ai mal au genou. Trêve de plaisanterie. Il est temps de caler le plâtre avec un grain 120, puis 180, jusqu'à finir avec du 320. Vu que quelques parties métalliques sont apparentes, je préfère isoler avec une couche de primaire en attendant. J'ai remarqué que le temps d'un battement de cils suffisait à une Honda pour se transformer en tas de rouille. Là, vous me voyez former la gouttière au tas et à la batte jusqu'à obtention de la forme parfaite. C'est long, mais tellement satisfaisant de façonner. Ensuite, je perce tous les 4 cm des trous pour pouvoir souder cette cornière par bouchonnage. Ensuite, je meule l'excédent des soudures sur chaque point pour poursuivre le rebouchage sur la partie inclinée du brancard. Une fois la soudure terminée, je remets comme à l'origine un joint d'étanchéité sous la liaison caisse et pavillon afin de sortir la voiture pour changer de sens et refaire les mêmes opérations. En regardant ces images, je me rends compte à quel point elle est petite et pourtant si bien proportionnée. Elle est encore très désirable pour ses 40 ans. Je passe sans plus attendre au démontage du capot, super simple et vraiment léger. La tringlerie des essuie-glaces, bye bye également. Et là, le stress monte puisque j'enlève le jonc qui couvre la gouttière. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver ? A priori, encore de quoi être dépité. Et moi, je me disais, oh, bah ce côté-là, il a l'air vachement mieux. Pour me changer les idées, j'ai décollé le pare-brise à la traditionnelle corde à piano que je dois ranger dans la maison pour la plus grande joie et le bonheur de ma famille. Car tout simplement, plus de place dans le garage. D'ailleurs, à l'image de mes motos et le Solex qui servent actuellement de porte-manteau dans le salon. Là, je forme une pièce un peu plus complexe, mais c'est très intéressant. Un jeu de patience sur lequel on ne peut tricher. Ensuite, il me suffit de tracer les parties à découper et de s'y mettre, de préférence sans enflammer le réservoir d'essence dont la trappe est juste dessous.
Bon, eh bien, je pense que vous l'aurez compris, la CRX est trouée d'absolument partout. Donc là, pour faire ce que j'ai fait, ce que vous avez vu en vidéo, ça représente à peu près 4 jours en continu de travail. Donc je vais continuer hors caméra de tout découper, souder, mastiquer. Et puis je vous retrouve pour la préparation de l'après et la mise en après. Là, c'est la partie la moins fun. Le calage des défauts sur toutes les zones reprises et le ponçage de tout le reste. Et c'est très long. Très très long. Cela permet cependant de faire ressortir pas mal de problèmes nécessitant des corrections pour obtenir quelque chose de rectiligne. La voiture étant noire, toute déformation sautera aux yeux. Je recouvre les zones à nu par un primaire de finition pour parfaire l'ensemble. Après avoir terminé les dernières retouches, j'ai remasqué tout ce que je pouvais avec du papier et du scotch parce que la presse sur la bâche, ça a créé des petites paillettes, ça a tendance à voler partout. Et sur une peinture fraîche, eh ben c'est pas top. Donc là, on en est là pour l'instant. Je vais remettre du joint polyuréthane dans les endroits où il en manque, ou peut-être même qu'il n'y en avait pas d'origine. Mais moi, ça me plaît pas. J'aime bien quand voilà, je suis certaine d'avoir étanchéifié au mieux ce genre de voiture. Donc, je vais faire ça tout de suite. Là, je vous laisse une séquence ASMR. C'est de toute beauté. J'ai sauté l'étape d'application de base en vidéo, mais voici le rendu avant vernis. Elle retrouve enfin une teinte proche de l'origine, un noir métal dont je n'ai pas réussi à me procurer la teinte exacte. Mais celle-ci a un très joli rendu grâce à une paillette bien présente. Une fois sec, je passe au vernis, l'étape qui a priori tout le monde apprécie, alors je vous ai mis une séquence assez longue où vous allez vite vous rendre compte de l'utilité d'une cabine et du port de protection. Le rendu est satisfaisant malgré les grains dans le vernis. Je suis habitué à force, un bon polylustrage élimine tout ça et sublime le vernis. Donc voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre à travailler dans ces conditions. Et je trouve ça pas si mal après tous ces efforts fournis avec du matériel fatigué, sous-dimensionné ou tout simplement pas adapté. Finalement, on se débrouille toujours.
Avant d'oublier, et puisque je viens de le recevoir, je mets en place un joint de bord de tôle neuf. L'ancien étant malheureusement mort noyé dans 10 litres de colle à pare-brise. Voilà, tout de suite, ça fait neuf. Opération réparation du toit et des vitres validée. Pour ceux qui se questionnent comment je vais peindre le reste des ailes, eh bien j'ai prévu de la marge pour faire des raccords au diluant. Manque de place oblige. Il faut faire portion par portion et savoir, je pense, économiser sa patience. Bon, eh bien, voilà, l'épisode 2 de la série X touche à sa fin. Un peu plus d'une cinquantaine d'heures pour juste le pavillon. Et encore, j'ai pas calculé, c'est une estimation approximative. C'était extrêmement long. Et si on en est à ce stade-là, sur le dessus de la voiture, le dessous, ça doit être une horreur. Je veux même pas y penser tout de suite. Ça sera pour les prochaines fois. Là, on va faire une pause parce que c'est la fin d'année. C'est le dernier épisode de l'année 2025, la première année de la chaîne. C'est une super expérience. C'est hyper chronophage, ça demande beaucoup d'investissement personnel, tant financièrement qu'en termes de temps. Mais je pense que ça en vaut le coup. Ça fait toujours plaisir de partager toutes ces conneries avec des gens qui peuvent être intéressés par tout ça. Et parfois, si ça peut motiver certaines personnes à se lancer, eh bien, je pense que j'aurais accompli ma mission. Je vais évidemment remercier mes amis et ma famille qui me soutiennent énormément, tant sur le plan moral que parfois un petit coup de main ou même des cadeaux qui font plaisir, comme un petit peu de matériel. Voilà, je pense qu'un merci, c'est même pas assez. Et j'aimerais également en profiter pour faire un clin d'œil à certaines chaînes YouTube, peu importe leur notoriété. J'ai pu échanger avec des personnes formidables, parfois même sympathiser. Donc je souhaitais faire un clin d'œil à VPH, à Smells Like Gasoline, à Mecha de Fou, à Nostalgear, à CRX Braise. Ce sont des personnes formidables. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Je vous mets en lien dans la description leur page directement. N'hésitez pas à leur mettre des petits commentaires en leur faisant un bisou de la part de Carole de Gas Wheels Custom. Je pense qu'ils seront contents. Merci également à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont commenté de façon très courtoise, très amicale, très mignonne. J'ai reçu beaucoup de soutien et ça fait chaud au cœur de se rendre compte qu'il y a encore un peu d'humanité aujourd'hui. Donc merci infiniment, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, à liker, à continuer de vous abonner. Moi, ça me donne beaucoup de force. On va terminer cette fin de vidéo en vous souhaitant de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, de vos amis, de prendre soin de vous afin de repartir sur une belle année 2026. Joyeux Noël à tous et merci de vous être abonnés et de m'avoir suivi. Et j'espère que ça durera encore longtemps. Bisous, ciao, à la prochaine.